Donc, bonjour tout le monde, ici Carl Peraltrico, mon nom d'artiste c'est Silence. Ma mission c'est de mettre en contact les gens de Montréal, Canada et Haïti et les gens d'Afrique, tout le monde qui sont intéressés vers la prospérité de l'Afrique et de l'Haïti. Euh, J'essaie de donner tout mon apport, essayer de mettre les gens en contact. Et voilà, aujourd'hui, on a quelqu'un avec nous que j'apprécie beaucoup, que je suis depuis de nombreuses années, qui a fait beaucoup de travail au niveau, on va parler de ses œuvres, qui est Lafimé, et il a beaucoup d'écrits aussi. Et ce que j'aime avec, son nom c'est Jafrique Haïti, ce que j'aime avec Jafrique Haïti, c'est que je m'excuse aussi pour mes lunettes de fumée, j'ai un problème à l'œil, et puis le soleil donc excuse-moi Jafrique, excuse-moi tout le monde qui nous écoute, c'est pas du passion. Donc, ce que j'aime avec Jafrique Haïti, c'est son franc-parler. Son franc-parler, des fois c'est cru, mais je veux d'entrée de jeu faire la nuance. Quand on parle, des fois on utilise le terme blanc, on utilise certains termes. Il faut toujours faire la différence entre le gouvernement, votre gouvernement, veut pas. Nous aussi, on a un gouvernement qu'on dénonce des fois, et le peuple, la population avec qui on est amis et qu'on aime sont deux choses différentes. Donc, il y a quelque chose que Malcolm X appelait, qui s'appelle le guilt complex. C'est pas là-dedans, ne devenez pas émotif, ne prenez pas les choses personnelles, parce que c'est vrai, les choses qu'on dit, c'est vrai. Donc, voilà, je te laisse te présenter, Jafrique. Donc, qui es-tu? Et j'aimerais savoir l'historique du nom Jafrique Haïti, qui est vraiment original. On t'écoute. Eh bien, merci Carl Peralt de l'aimable invitation. En effet, je suis originaire d'Haïti. J'habite présentement à Ottawa-Gatineau, la capitale du Canada. Et depuis le début des années 90, j'ai adopté le nom Jafrique Haïti. C'est aussi mon nom de plume puisque mon premier livre, Vive bon Dieu à bas religion, en créole bien sûr, et mes autres œuvres qui ont suivi comme la série La Fumée, l'histoire peuple haïtien depuis la Guinée, c'est le nom Jafrique Haïti que j'ai utilisé comme nom de plume et plus tard, mes sites web et tout ça, j'ai utilisé Jafrique Haïti. Par contre, le la motivation n'est pas vraiment une motivation académique ou intellectuelle, c'est plutôt plus rapproché du X que Malik Shabazz al-Shabazz avait adopté lorsqu'il s'était rendu compte que le nom Little n'avait aucune connexion organique réelle avec ses ancêtres, qui il était réellement. Donc moi, j'ai dit J'Afrique Haïti, c'est essentiellement mettre Afrique et Haïti ensemble et maintenir le J du prénom Jean. Et bien sûr, ça donne au niveau de l'auditif, il y a le son Ja qui apparaît là-dedans qui fait aussi cette connexion. Mais l'idée, c'est tout simplement que je suis un fils d'Afrique né en Haïti. C'est ça la signification. Et puis, j'ai trouvé que à travers le temps, que ce nom adopté me permet de poursuivre mes recherches généalogiques et c'est comme un emprunt. Et moi, mon espoir, c'est que avant que je fasse ma transition de l'autre côté, que je puisse retracer plusieurs patronymes d'ancêtres, puisque dans le cas d'Haïti, nous sommes issus de la rencontre de plusieurs peuples africains qui peut-être ne se seraient pas rencontrés sur le continent, mais dans l'espace concentrationnel de la colonie esclavagiste, ils se sont rencontrés. Donc, il y a peut-être divers noms. Donc, dans le cadre de cette recherche généalogique que j'ai commencée,
J'ai quelques indices, mais je ne suis pas encore au point où je puisse dire voici 2 ou 3 noms que je pourrais offrir à ma descendance comme option si cela leur tente. Ok, d'accord. Bon, j'aimerais que tu parles des amis, des pays amis d'Haïti qui depuis des siècles sont là pour nous aider, qui sont là pour faire qu'Haïti devienne une île, une petite île prospère. On est en 2024, l'électricité est toujours défaillante, le système d'aqueduc est toujours défaillant. Donc, si tu pourrais nous dresser une liste des pays d'Haïti et nous parler du core groupe. La prochaine question, ça va être la situation en 2024, juste pour que tu commences à... Voilà. Donc, les pays amis d'Haïti et leur rôle présentement. Alors, avant de parler des faux, parlons des vrais, puisque il existe de vrais pays amis d'Haïti. Par exemple, Cuba, qui est l'île voisine d'Haïti, c'est un endroit où nous avons vu agir la fraternité humaine réellement. Et c'est paradoxal puisque on a tout fait pour rendre Haïti et Cuba des ennemis. Par exemple, pendant toute la dictature des Duvalier, eh bien, les États-Unis ont supporté et même entraîné le corps des tontons macoutes de Duvalier. C'est la CIA qui est rentrée en Haïti pour entraîner les tontons macoutes. Et bien sûr, c'était pour combattre le gouvernement révolutionnaire de Fidel Castro. Et donc, pendant que nous reconnaissons que dans la partie orientale, je crois, de Cuba, la région de Santiago, il y a beaucoup de descendants haïtiens, c'est-à-dire des gens qui ont laissé l'île depuis très longtemps et qui ont leur progéniture là-bas. Eh bien, avec l'arrivée de François Duvalier au pouvoir en 1957, soutenu par les Américains, les familles qui avaient des représentants sur l'île de Cuba et sur l'île d'Haïti ne pouvaient plus communiquer l'un avec l'autre. Parce qu'on a tout fermé en termes de communication entre Haïti et Cuba. Et c'était ça l'approche. Et en fait, c'est le vote du dictateur haïtien François Duvalier qui éjecta Cuba de l'Organisation des États américains. Et les États-Unis ont payé Duvalier pour ce vote. OK? Donc, c'est dire que malgré ça, Fidel Castro n'a pas tenu rancœur et ayant grandi avec un père qui connaissait les Haïtiens, puisque son parrain est haïtien, OK? Euh, Fidel est- a toujours été reconnaissant envers la nation haïtienne, puisque pendant la période révolutionnaire, les Haïtiens ont aidé Cuba à se libérer. Le fondateur de Cuba, José Martí, est décédé citoyen haïtien, puisque pendant sa campagne pour libérer Cuba de l'Espagne, il a été en Haïti chercher refuge et il a vécu au Cap haïtien pendant assez longtemps. Et le gouvernement haïtien de l'époque lui a donné un passeport haïtien. Et Fidel racontait aussi comment lorsqu'il grandissait, il y avait des Haïtiens. Vous savez que son père était un grand propriétaire terrien avec des plantations, etc. Et ça n'a pas empêché que Fidel a développé ses idées révolutionnaires, etc. Écoute, pour faire bref, au retour du président Aristide en Haïti en 1994, il a tenu à poser deux gestes importants malgré les contraintes
puisqu'il est retourné en Haïti comme un otage dont les kidnappeurs sont obligés de livrer à sa propre famille. Nous vous rappelons que Jean-Bertrand Aristide, élu en 1990, 7 mois après, la CIA concocta un coup d'État qui l'éjecta du pays. Il passa 3 ans en exil, à la faveur de milliers d'Haïtiens qui laissaient le pays et allaient sur les côtes de la Floride et qui paniquaient les Blancs qui ne voulaient pas voir tout ce beau monde noir arriver sur le rivage. Bill Clinton, arrivé comme nouveau président, décide que, bon, écoute, ça fait 3 ans des 5 ans du mandat d'Aristide qui sont déjà écoulés. Retournons-le afin de stopper le flot des réfugiés haïtiens qui arrivent en Floride. Et en même temps, ça va nous donner une meilleure image aux yeux des démocrates du monde, puisque ça va apparaître comme si les États-Unis retournent la démocratie en Haïti. Ça, c'était le 15 octobre 1994. Jean-Bertrand Aristide, bien sûr, avec des milliers de soldats américains sur le territoire, s'est vite rendu compte que, en fait, les Américains sont retournés afin de protéger les criminels qu'il avait renversés. Okay? Parce que sinon, la population allait régler leur compte. Parce que c'est la première fois depuis des centaines d'années que les Haïtiens ont pu choisir leur propre président et les Américains l'ont renversé. Donc, ils n'étaient pas idiots, ils ont compris. Et en termes de négociation, Aristide et la population haïtienne ont dû accepter que, eh bien, il va perdre ces 3 ans passés en exil, puisque les Américains ont insisté là-dessus. Pas seulement les Américains, les Canadiens, les Américains, les Nations Unies, que Aristide doit retourner pour organiser seulement des élections. Il ne peut pas continuer à diriger, c'est-à-dire récupérer les 3 ans de coup d'État. Donc, on doit faire semblant que pendant qu'il était en exil, c'était lui le président. Donc, son mandat termine le 7 février 1996. Et dans ces conditions-là, Jean-Bertrand Aristide prit 2 gestes majeurs, à mon avis. Il fait la dissolution de l'armée, parce que cette armée qu'on avait en Haïti, c'était l'armée de la CIA en Haïti. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un gouvernement progressiste, il y a un appel téléphonique de Washington qui dit renverse-moi ce président-là. Et puis, ils vont chercher un général, un criminel quelconque et ils l'installent comme président d'Haïti. Donc, Jean-Bertrand Aristide s'est rendu compte rapidement que malgré tous les efforts de la population haïtienne, tant et aussi longtemps que la CIA a sa propre armée en Haïti, que bien sûr on appelle Forces armées d'Haïti, okay, la démocratie n'aura aucune chance de subsister. Donc, et ils lui ont facilité la tâche puisque en 1994, il était connu de tout le monde que tout le haut état-major des forces armées d'Haïti était impliqué dans le trafic de la drogue, cocaïne, héroïne et tout. Et en fait, il faisait ça de connivence avec le gouvernement américain. Car vous vous souvenez que c'est à cette même époque-là que les Américains utilisaient la drogue pour financer des guerres, comme au Nicaragua, etc. Ainsi, Donc, donc, on peut parler ici, j'avais un point ici géopolitique. Il y a des gens qui disent on va parler des richesses et tout, mais ça, c'est aussi Haïti, où ce que Haïti est placé, c'est un point stratégique pour profiter à tout ce commerce. absolument, absolument, puisque toute cette question de, comme Ronald Reagan qui parlait de la guerre contre la drogue et tout ça, mais tout le monde s'est rendu compte plus tard que tout cela, c'était de la poudre aux yeux, pour ne pas faire de jeu de mots. La réalité, c'est que le gouvernement américain est le plus grand dealer de drogue de la région. Et bien sûr, avec l'utilisation
d'armées fantoches comme en Haïti, en Colombie, etc., où ils installent des criminels. Et bien sûr, de temps à autre, certains de ces criminels veulent devenir plus gourmands et prendre plus d'argent qu'on leur a octroyé. Et les Américains interviennent, comme ils ont fait au Panama avec Noriega, ou ils interviennent en 94 pour dire au général haïtien Raoul Cedras: il faut partir maintenant, on laisse Jean-Bertrand Aristide retourner. Donc Jean-Bertrand Aristide a pris deux actions: dissolution de l'armée de la CIA et vendeur de drogue, et rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba. Et c'est à partir de ce moment-là que les familles séparées sur les deux îles ont commencé à communiquer, même au niveau de correspondance postale, hein. Et moi, j'ai vécu cela en 98 à Cuba. Il y a une Haïtienne que nous avons rencontrée et elle nous traitait comme si nous étions comme un cadeau venu du ciel, parce que elle est jeune Haïtienne qui a laissé le pays petite, et elle savait qu'elle avait des petits frères qui étaient nés après son départ, dont elle n'avait jamais les nouvelles. Et quelque temps après, nous avons appris que cette dame qui habitait à Santiago de Cuba a pu rentrer en Haïti et rencontrer sa famille grâce au fait que Fidel Castro et Jean-Bertrand Aristide ont rétabli les relations diplomatiques en 1996, ce qui a fâché les États-Unis, mais il y a quand même cette marge de manœuvre puisque Jean-Bertrand Aristide était un président réellement populaire. Donc, il pouvait se permettre certaines actions malgré la présence physique de l'armée américaine sur le territoire haïtien. Donc, quand je parle de pays amis d'Haïti, c'est certain que Cuba est en tête de liste, puisque non seulement Cuba a toujours dénoncé les interventions criminelles des États-Unis en Haïti, mais de façon proactive, Cuba a envoyé des centaines de médecins en Haïti aussitôt qu'il y a eu rétablissement des relations diplomatiques en 1996. OK? Et bien sûr, Jean-Bertrand Aristide a été à Cuba plus tard, en 2001, visiter Fidel. Et malheureusement, Fidel n'a jamais pu se rendre en Haïti puisque la situation sécuritaire a toujours été très difficile, puisque le président lui-même se fait kidnapper par les Américains. Donc, on peut comprendre que ce serait vraiment très difficile pour un dirigeant comme Fidel Castro ou Raúl Castro de se rendre en Haïti. Par contre, ces médecins qui sont rentrés en Haïti ont aidé non seulement à offrir des services de santé, mais la formation de centaines, je dirais même de milliers de professionnels haïtiens en médecine, en agriculture et dans divers domaines. Et plus tard, lorsque Jean-Bertrand Aristide ouvrit son université, l'université de la Fondation Aristide, eh bien, les premiers professeurs, c'était des Cubains. Et lorsque les Américains sont intervenus avec le deuxième coup d'État en 2004, et ils ont éjecté les étudiants, les professeurs et tout le monde pour transformer l'université en base militaire, eh bien, c'est à Cuba que les chanceux, les étudiants les plus chanceux ont pu aller pour compléter leur étude et revenir. Et maintenant, nombreux d'entre eux sont des professeurs à l'université du président Aristide et l'hôpital aussi qui est associé à l'université. Donc, Cuba, définitivement un pays ami d'Haïti. Le Venezuela de Hugo Chavez. Hugo rentra en Haïti, présenta ses excuses pour la trahison dont Haïti fut l'objet de la part des premiers révolutionnaires du Venezuela, de la Grande Colombie, en parlant de euh, Bolivar, Simon Bolivar, puisque lorsque Miranda arriva en Haïti en 1806, Dessalines lui offrit beaucoup d'aide, des armes, des militaires et tout.
des conseils stratégiques qui ont été très utiles à Miranda et à Simon Bolivar après. Bolivar arriva plus tard en 1816 et il reçut encore de l'aide de la part d'Haïti. Eh bien, la seule demande des Haïtiens depuis la période de Dessalines, c'était que là où ils seraient victorieux, que les révolutionnaires, donc Miranda et Bolivar, abolissent l'esclavage racial. Alors, il faut comprendre que ces gens-là, c'était des blancs et ce qu'on appelle des mulâtres dans le langage colonial ridicule, c'est-à-dire moitié homme, mulâtre, comme un mulet, c'est la moitié d'un cheval. Ouais. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là n'étaient pas intéressés à l'abolition de l'esclavage, ni Miranda, ni Bolivar. Ce qu'ils ont fait, Bolivar libéra ses esclaves à lui, mais il n'abolit point l'esclavage. Donc, la Colombie et le Venezuela qui fut créé, ce qu'on appelait à l'époque la Grande Colombie, donc toute cette région-là, a continué à pratiquer l'esclavage racial, au point où ce n'est qu'en 1886 qu'on abolit l'esclavage à Cuba et en 1888 au Brésil. OK? Et je rappelle toujours que Maria do Carmo Jerónimo, qui fut esclave jusqu'à l'âge de 17 ans, n'est décédée qu'en l'an 2000. Oui, en effet. Quelqu'un qui fut esclave jusqu'à l'âge de 17 ans n'est décédé qu'à l'an 2000. Alors ça, c'est pour ceux qui disent que, ah oui, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Bon, si vous considérez l'an 2000 comme l'histoire ancienne, Des fois, les gens disent, pour ramener tout le temps l'esclavage, c'est de l'histoire ancienne, mais on voit les impacts, les effets sont encore là en 2024. exactement. Donc non, en fait, la réalité, c'est que les criminels que moi je nomme les blancs malveillants, et c'est pour bien faire la distinction entre tous les blancs et les blancs bienveillants. Je viens de parler d'un blanc bienveillant, par exemple Fidel Castro. D'autres exemples, John Brown, qui prit les armes aux États-Unis pour combattre l'esclavage racial. On pourrait en citer d'autres. Mais il existe des blancs malveillants. Et là où j'habite, à Ottawa, j'en ai rencontré, notamment dans la planification du deuxième coup d'État contre le peuple haïtien. Remarque que je ne dis pas coup d'État contre le président haïtien. Ce serait une erreur grave que de l'exprimer ainsi. Puisque Haïti, tout comme l'Afrique du Sud, c'est un pays où la population a une soif de liberté et de vie, je ne dis même pas de démocratie, mais de vie saine, telle que ils ont fait de grands sacrifices pour entamer un processus électoral. C'est des gens qui se réveillent à 5 heures du matin pour s'aligner sous le soleil et patiemment attendre l'opportunité de voter. Et c'est à ce coup-là qu'ils ont mis Jean-Bertrand Aristide au pouvoir une deuxième fois, malgré l'objection des Blancs malveillants, puisque les États-Unis n'ont jamais caché qu'ils ne veulent pas de ce président. Puisque, arrivé au pouvoir, Jean-Bertrand Aristide augmente le salaire minimum, il investit dans l'alphabétisation. Or, les Blancs malveillants ne veulent pas de nègres et négresses qui savent lire et écrire en Haïti. Ils veulent des esclaves, donc des gens vulnérables, pour que lorsque les travailleurs se révoltent à Montréal, au Mexique, eh bien que les patrons puissent dire, écoutez, vous nous emmerdez, là, nous allons fermer la factory et l'installer en Haïti. Là où les gens sont tellement affamés, illettrés,
ils n'auront pas le choix que d'accepter le salaire que nous leur offrons et les conditions que nous leur offrons. C'est ça le rôle que les Blancs malveillants ont attribué à aujourd'hui 12 millions de nègres et négresses en Haïti qui ont la sagacité de se dire hommes et femmes libres. Excuse-moi, juste une parenthèse pour pas t'interrompre, mais juste rappeler aussi qu'Aristide est le premier président qui a parlé de la dette, la dette que la France doit à Haïti jusqu'à maintenant et combien ça vaut maintenant en l'année présente. Oui, absolument. Et donc, c'est ici, là où j'habite, à Gatineau. Ça fait exactement 21 ans qu'il y a eu l'initiative d'Ottawa sur Haïti. C'est une réunion secrète lancée par le gouvernement du Canada. Et d'ailleurs, je rappelle aux gens que c'était Jean Chrétien qui était le premier ministre du Canada à l'époque. Et si vous consultez sur le web, les encyclopédies, etc., il n'y a nulle part où vous allez voir qu'on identifie Jean Chrétien, qui aujourd'hui vient juste de fêter son 90e anniversaire, est un dictateur, qu'il est un raciste. Non, il ne l'identifie pas comme tel. Il l'identifie en fait comme un libéral, un progressiste, etc. Alors c'est ça le problème d'Haïti. Haïti refuse ces mensonges, rejette ces mensonges, puisque Jean Chrétien invita la confrérie des Blancs à Gatineau le 31 janvier et le 1er février 2003 dans un hôtel gouvernemental, un genre de resort, un bel endroit, édifice, etc. Ils ont fait à manger, à boire. Et ces Blancs-là ont décidé, après avoir bien mangé, que pour résoudre le problème en Haïti, puisqu'ils ont identifié qu'il y a un problème en Haïti, il faille mettre Haïti sous tutelle des Nations Unies après avoir renversé son gouvernement, bien sûr son président, et ils vont installer une autre police et une autre armée en Haïti. Et comment se fait-il que nous étions au courant de cela puisque c'était une réunion secrète? Eh bien, il y a le journaliste québécois Michel Vastel de Regretter Mémoire qui publia dans l'actualité cet article choquant avec un grand titre Haïti mise en tutelle par l'ONU et en sous-titre et ce n'est pas l'opposition haïtienne qui le réclame, c'est le Canada qui invita des diplomates à Ottawa pour en décider ainsi. Et 13 mois après, des soldats blancs, ce que nous n'avons pas en Haïti, ont pénétré la résidence du président la nuit, à l'heure où fonctionnent les voleurs, ont kidnappé le président et son épouse, et comme ils ont fait avec Hugo Chavez 2 ans avant, ils étaient dans les airs avec Jean-Bertrand Aristide, ne sachant pas où le déposer. Et finalement, la France a identifié un de ces fantoches qu'il installa en République centrafricaine, Jean-Philippe Bossissé, et c'est là qu'ils déposèrent Jean-Bertrand Aristide. Et d'après le journaliste et écrivain français Claude Ribes, le plan initial, c'était d'assassiner Jean-Bertrand Aristide pendant qu'il était en République centrafricaine. Prétendre que, bon, vous savez, ces gens-là sont des incompétents, ils ont assassiné le président, mais nous ne savons rien de tout cela. Sachant cela, des intellectuels et activistes, dont le fameux acteur et militant Danny Glover, la congresswoman Maxine Waters, Randall Robinson et d'autres, Amy Goodman de l'émission Democracy Now, ont organisé l'envoi d'un avion en République centrafricaine et ils ont pu convaincre
le dictateur de libérer Jean-Bertrand Aristide et son épouse, et ils se sont envolés en direction de Jamaïque, où enfin il s'était réuni avec ses deux petites filles qui, elles, étaient restées en Amérique. OK? Et c'est à ce moment-là que le président Thabo Mbeki, malgré les cris énormes de la communauté blanche raciste en Afrique du Sud, eh bien, Thabo Mbeki invita Jean-Bertrand Aristide et sa famille à s'installer en Afrique du Sud sous la protection du gouvernement de l'Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui, lorsque nous voyons l'Afrique du Sud dénoncer le génocide de ces criminels sionistes et américains, etc., contre le peuple de la Palestine, ce n'est pas une chose nouvelle. Okay? L'Afrique du Sud s'était mis debout pour, en 2004, célébrer l'indépendance d'Haïti, malgré toutes les oppositions. Thabo Mbeki était en Haïti. Les criminels qui étaient armés par les Américains ont tiré sur l'hélicoptère qui transportait Thabo Mbeki pendant qu'il était au Gonaïves le 1er janvier 2004. Okay? Donc, quand il a accepté de recevoir la famille Aristide en Afrique du Sud, Thabo Mbeki savait pertinemment qu'il prenait une décision qui apportait beaucoup de troubles à l'esprit des Blancs malveillants. Donc, voici que ce sont ces mêmes pays-là qui ont kidnappé le président haïtien, qui aujourd'hui se font appeler les pays amis d'Haïti. Okay? Tout comme nous avons les pays amis du Congo, nous n'entendons jamais parler de stupidité telle les pays amis du Canada, les pays amis de la France. Ils utilisent ces expressions paternalistes et stupides, cyniques, pour ironiser les populations africaines. Et ils peuvent se le permettre en installant des fantoches dans nos pays qui vont faire comme ce que les Américains faisaient dans les années 60, 70, même plus tard, du minstrel show. Okay? Donc, ces pantins et ces fantoches qu'ils installent les confortent dans leur folie de supériorité parce que comparé à Mobutu, vous voyez, Mitterrand peut se sentir supérieur. Mais nous, Africains, nous savons que nous n'avons jamais choisi Mobutu, nous avions choisi Lumumba. Donc, eux, ils ont assassiné Lumumba à 35 ans, ils ont installé Mobutu, et puis là, et maintenant, quand on vous dit, mais comment ça se fait que le Congo, un territoire si riche, les gens puissent mourir de faim? Vous avez des mauvais leaders. Mais non, vous n'allez pas pouvoir faire ce petit jeu, parce que c'est vous qui avez installé Mobutu. Nous avions choisi Lumumba. Et quand je dis qu'ils ont assassiné Lumumba, il faut vous rappeler que les Nations Unies ont kidnappé Lumumba et l'ont livré aux criminels Mobutu et aux Belges qui non seulement l'ont tué, mais ont fait dissoudre ses os dans l'acide. Donc, maintenant, aujourd'hui, quand on parle des pays amis d'Haïti dans la presse des Blancs, okay, et c'est la même chose que le Core Group. Le Core Group, c'est une organisation informelle qui regroupe les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, du Canada, des représentants de l'OEA et de l'Organisation des Nations Unies en Haïti. Tous des ennemis. OK? C'est eux qui, depuis le coup d'État de 2004, décident de toutes les grandes décisions en Haïti, y compris l'installation du plus récent fantoche, Ariel Henry, qu'ils ont mis en Haïti. Donc, c'est ça, la différence entre les vrais amis d'Haïti, exemple Afrique du Sud, Cuba, Venezuela,
et les Blancs malveillants qui, par cynisme, se font appeler tantôt pays amis d'Haïti, la communauté internationale. Ils décident que c'est eux le monde. OK? Mhm. Et des Donc, expressions de ce genre. mhm. Donc, je voulais, merci beaucoup, ça a été une belle, mais après Aristide, si on peut faire un survol, il y a eu PHTK, il y a eu Jovenel Moïse, si on peut faire un survol pour arriver en 2024, c'est quoi la situation actuelle et la prochaine section, ça va être les sanctions sur les Ouais, hommes politiques qui sont ouais, florides et un peu partout, qui jouissent de leur richesse. ouais. Alors, pour bien mettre la table, j'étais en Haïti 20 ans de cela. euh, et le 31 décembre 2003, à l'hôtel Montana, à l'entrée de l'hôtel, accompagné du journaliste Kevin Pina et d'autres, nous étions en conversation avec le secrétaire général adjoint de l'Organisation des États américains, OK? Luigi Einaudi. Il était en compagnie de son adjoint David Lee, qui lui est canadien. Ces deux blancs, en conversation avec nous, ont fait une déclaration très éclairante. Il faut dire que Luigi Einaudi était sous. Il avait consommé assez de barbancourt. Barbancourt, c'est le rhum haïtien, il se sentait à l'aise pour dire des vérités que, en général, ces gens-là ne disent pas. Le rôle des diplomates, c'est de mentir. Donc, quand ils disent la vérité, c'est une faute. Alors, Luigi Einaudi nous dit, le véritable problème d'Haïti, c'est que la communauté internationale est si confuse et divisée qu'elle laisse les Haïtiens diriger Haïti. Nous lui avons demandé de répéter et nous avons pris note. Il l'a répété. C'est pour cela que nous sommes tous, parce que Kevin Pina est en Californie, nous ici au Canada, Ezili Dantor qui est aux États-Unis, nous avons tous, à notre retour en Amérique du Nord, publié des articles où nous avons mis la citation de Luigi Einaudi, que d'ailleurs les médias canadiens ont absolument refusé de reproduire. Et ils ont pris comme prétexte qu'ils ne peuvent pas utiliser l'expression screwed up, parce qu'en anglais qu'il avait utilisé, c'est ça, l'expression screwed up. Mais moi, je leur ai dit, écoute, c'est le blanc qui a dit screwed up. Moi, je ne vais pas corriger ses propos. Mais c'est une excuse, il pourrait toujours l'écrire quand même. Mais il ne voulait pas admettre ce que le blanc malveillant avait dit ce jour-là, puisque ça, c'était le 31 décembre 2003. Le lendemain, le 1er janvier 2004, Luigi Einaudi, David Lee et les autres, ils étaient en Haïti. Ils n'avaient aucun chef d'État blanc et parmi les soi-disant chefs d'État noirs, il n'y avait que Thabo Mbeki et le premier ministre des Bahamas qui étaient présents pour la célébration du bicentenaire d'Haïti, qui c'est aussi le bicentenaire de la fin de l'esclavage racial en Amérique. Quelque chose qui devrait être une occasion de fête pour l'humanité. Si vraiment il y avait valorisation de la vie humaine, notamment la vie des nègres et négresses. Alors, une fois que Luigi Einaudi est bien identifié le problème, ce n'était pas d'après lui, c'était d'après les Blancs malveillants quand ils se réunissent entre eux. C'est ce qu'ils se disent. Qu'ils doivent s'organiser pour que ce ne soit plus les Haïtiens qui dirigent Haïti. Et justement, 13 mois après, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Blancs sont intervenus et ils ont enlevé 7000 élus, dont le président Aristide, mais pas seulement le président. Les députés, les sénateurs, les magistrats, hein,
les maires des villes, même les comités qui formaient, qui dirigeaient les villes, tous ces gens-là ont été destitués. 7000 élus. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'un peuple appauvri qui a fait d'énormes sacrifices pour organiser ces élections-là, pour mettre en responsabilité ces 7000 personnes. Donc, du jour au lendemain, ils ont destitué ces gens et ils ont été chercher des criminels choisis sur le volet pour installer comme dirigeant d'Haïti. Et à la tête, un gros bouffon qui habitait à Boca Raton, en Floride, du nom de Gérard Latortue, complètement illégal puisque la constitution haïtienne stipule que pour devenir premier ministre d'Haïti, il faut avoir vécu les 5 dernières années sur le territoire. Or, le bouffon était en Floride tout ce temps-là. Ils l'ont pris, ils l'ont installé comme premier ministre et en fait, c'est lui qui dirigeait puisque en général, c'est le président qui est chef d'État en Haïti et puis le premier ministre est son adjoint, puisque le président est élu et le premier ministre en Haïti est nommé par le président. Donc, ils ont kidnappé le président, ils ont été chercher un bouffon, l'installer comme premier ministre et ils ont pris un juge et ils l'ont nommé président provisoire. Mais personne ne se souvient du nom de ce soi-disant président, puisque en fait, c'est le bouffon Gérard Latortue qui, d'un coup, devient le chef d'État et qui décide de tout. Et comme première mission qu'ils ont donnée à Gérard Latortue, c'est de se pointer à Paris et dire, et vous pouvez voir cette vidéo jusqu'à ce jour, c'est sur le web, sur YouTube. Gérard Latortue en conversation avec Jacques Chirac et qui lui dit, oh, vous savez, le gouvernement haïtien d'avant a tout fait pour bousiller la bonne relation entre la France et Haïti et même a soulevé cette question ridicule des réparations et restitutions. Ça, c'est pas sérieux. Oubliez tout ça. Nous allons travailler ensemble avec vous, etc. Comme un bon petit nègre malpropre et lâche, il s'est fait applaudir par Jacques Chirac, bien entendu, et est retourné en Haïti. Depuis 2004, le kidnapping du président haïtien et le renversement des 7000 élus, en effet, ce sont les Blancs qui dirigent Haïti. Donc, le résultat que vous voyez 20 ans après, c'est le résultat de l'initiative d'Ottawa sur Haïti, où les Blancs malveillants ont décidé que maintenant, c'est eux qui vont choisir les dirigeants d'Haïti, le budget d'Haïti, tout. Et voici que, au moment où je vous parle, il y a 0 représentant élu en Haïti. Nous sommes partis de 7000 à 0. C'est ça le bilan lorsque les Blancs ont repris le contrôle d'Haïti. Mais il y a un problème. Ils sont malveillants, mais ils ne veulent pas que leur malveillance leur soit attribuée. Donc, ils ont besoin de fantoches pour se couvrir l'arrière. C'est pour cela qu'ils ont installé des fantoches. Et c'est ça la toute importance des soi-disant sanctions. Donc, ils ont installé la tortue, ensuite ils ont fait de fausses élections en 2005, la population a forcé la main pour qu'ils mettent au pouvoir René Préval, qui n'était pas leur premier choix, mais ils ont pu l'amadouer puisqu'ils ont quand même tout le contrôle du pays. Et après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, les Américains ont insisté pour que, alors là, Haïti est à genoux, près de 300 000 personnes décédées, toute l'infrastructure de la capitale est à terre. C'est le moment ou jamais de
d'asseoir notre contrôle total sur Haïti. Et pour ce faire, Hillary Clinton laissa les États-Unis pour rentrer en Haïti après que les Blancs malveillants du Corps Group, ces ambassadeurs blancs installés à Port-au-Prince, aient insisté pour que, tout de suite après ce tremblement de terre, que des élections soient organisées. Le président Préval protesta, il dit, écoute, c'est pas sérieux. Nous avons plus de 300 000 personnes décédées dans ce tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le gouvernement est bousillé. Nous ne pouvons organiser des élections dans des conditions pareilles. Les Blancs ont insisté, non, non, il vous faut des élections. OK? Donc, écoute, c'est ce qui se passe quand il y a une occupation. OK? L'occupant décide de tout. Et vous pouvez consulter le film de Raoul Peck, Assistance mortelle, et vous pouvez voir les détails de ce que je vous explique maintenant. Assistance mortelle. Alors, Raoul Peck, c'est ce même cinéaste d'origine haïtienne qui produit Lumumba, etc. Alors, une fois qu'ils ont décidé que des élections doivent avoir lieu, c'est dire aussi qu'ils ont déjà décidé qui doit être président d'Haïti. Et le président Préval s'était mis en tête qu'il va pouvoir organiser de vraies élections puisqu'on lui a on lui a intimé l'ordre d'organiser quand même des élections. Or, les Blancs n'étaient pas du tout intéressés à avoir des Haïtiens choisir leur propre président puisqu'ils ont dit depuis que la vérité est sortie de la bouche de Luigi Einaudi, que le véritable problème, c'est que les Haïtiens dirigent Haïti. Donc, c'est à eux de diriger Haïti. Donc, ils ont choisi maintenant un amuseur public mieux connu pour sa capacité de faire ce que Donald Trump disait en parole. Donald Trump a cette expression anglaise, grab them by the pussy. C'est vulgaire. Mais Michel Martelly, cet amuseur public haïtien, lui, c'est ce qu'il faisait. En sur scène, il se masturbe en public. Vous pouvez voir ces images qui existent encore sur YouTube et tout ça là. Donc, ils ont choisi cet individu pour le nommer candidat à la présidence. Maintenant, les élections ont lieu. Le Conseil électoral provisoire annonce le résultat du premier tour. Michel Martelly est en 5e position. Donc, il devrait y avoir un deuxième tour avec 2 autres candidats qui étaient en tête. Hillary Clinton laissa Washington, rentra en Haïti et intima l'ordre au directeur du Conseil électoral provisoire en Haïti de changer ce résultat qu'il n'aime pas et de mettre Michel Martelly au 2e tour. Et c'est ce qu'il fit. Et comment savons-nous cette vérité? Parce que des membres du Conseil électoral provisoire, dont la dame Ginette Chérubin, refusa de signer la note qui puisse autoriser les résultats à avoir force de loi. Elle n'a pas signé. Et en plus, elle publia un livre et des documents avant ça pour expliquer que Michel Martelly n'est pas qualifié pour aller au 2e tour et que ce sont les Blancs malveillants, en particulier Hillary Clinton, qui rentra en Haïti et illégalement, violemment, exigea qu'on mette Michel Martelly au 2e tour. Il y a plus que ça. Il y a Ricardo Centenfus, qui est un diplomate de l'OEA en Haïti, qui était membre d'une organisation qui collectait de l'argent après le tremblement de terre, ce qu'on appelle le CIRH, qui était présidé par Bill Clinton. Donc, c'est un homme qui était au milieu des Blancs malveillants. Alors, il fit dissension et il publia
ces textes expliquant en effet que c'est Hillary Clinton qui fit changer les résultats des élections. Mais il y a plus que cela. Le premier concerné, Pierre-Louis Aupon lui-même, le directeur du Conseil électoral provisoire, en vidéo, déclara que les résultats publiés n'étaient pas les bons et que Michel Martelly n'a jamais réellement été élu, puisqu'il n'était pas qualifié pour aller au deuxième tour. Il corrobora ce que les autres avaient dit, que c'est Hillary Clinton qui lui intima l'ordre de changer les élections, de changer les résultats. Donc, voici le monde de bandits, bandits d'Ottawa, de Washington, de l'Europe, qui ont investi l'espace haïtien pour installer des bandits comme eux, haïtiens, au pouvoir en Haïti. Et le gouvernement de Michel Martelly, arrivé au pouvoir, se nomma PHTK, Parti haïtien tête calée. Et vous pouvez consulter les vidéos où Michel Martelly lui-même, ironisant, parce que je vous dis qu'il est un amuseur public qui fait dans la vulgarité, misogynie et tout ça, eh bien, il se nomme bandit légal. Bandit légal, il prend la ria. Donc, les bandits qui font force de loi ont investi les rues et ils ont mis le feu dans la ville des Cailles lorsqu'il y avait des gens qui résistaient son installation. Et finalement, installé au pouvoir, il a commencé son œuvre qui consiste à dilapider le budget de l'État haïtien, y compris ce qu'on appelle le Fonds Petro-Caribé, qui est un programme que Hugo Chavez institua. Et dès 2008, ils ont commencé à permettre à des pays des Caraïbes d'avoir accès au pétrole vénézuélien à prix réduit pour permettre à ces pays-là de faire des économies et investir dans l'infrastructure du pays, l'infrastructure étatique, les routes, l'agriculture. Et en fait, dans ce programme Petro-Caribé, le pays qui a ainsi un prêt de la part du Venezuela peut faire le remboursement non seulement en argent, mais aussi en nature. Donc, si vous avez investi dans la production de riz, de plantains et d'haricots, eh bien, vous pouvez donner cela au Venezuela comme remboursement. Donc, c'était parfait comme programme pour sortir Haïti de ce bourbier. Alors, les Blancs ne voulaient pas. Donc, ils se sont assurés que Michel Martelly et sa clique des bandits ont volé tout l'argent. On parle ici de 4 milliards de dollars. Pour ceux qui habitent dans les pays très riches, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Pendant longtemps, le budget de l'État haïtien n'était jamais au-dessus d'1 milliard de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux à Montréal, à Toronto, qui ont des budgets beaucoup plus importants que le budget de l'État haïtien. Donc, c'était pour la première fois qu'Haïti avait accès à un fonds considérable pour finalement bâtir les infrastructures. Je fais un parallèle rapide, Carl Peralt, parce qu'aujourd'hui, nous avons nos yeux braqués sur le Burkina Faso, où le dirigeant Ibrahim Traoré, le capitaine, fait des choses extraordinaires. Et nous le saluons, félicitons toute l'équipe solide qui fait ces choses-là. Mais rappelons que juste quelques mois avant ce renversement des choses au Burkina Faso, c'était tellement grave là-bas qu'Emmanuel Macron eut l'audace de se pointer en Burkina Faso et en rencontre avec de jeunes étudiants. Peut-être que vous avez vu cette vidéo-là. Les étudiants posaient des questions pendant que Macron était avec le président burkinabé de l'époque et ils lui disent, voici, nous sommes ici dans un espace où il n'y a pas d'électricité,
comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème? Et Macron, avec l'arrogance, ok, qui caractérise ces blancs malveillants, se retourna vers le faux président burkinabé et dit, ben, c'est pas à moi de mettre l'électricité dans votre pays, chers étudiants. Voici votre dirigeant, il est ici. Et bien sûr, le gars embarrassé, ok, réalisant qu'il n'est pas vraiment président, et voici le blanc qu'il a invité chez lui, l'ironise, l'humilie devant sa population, il se lève et laisse l'assistance. Alors, je dis ceci pour rappeler à ceux qui regardent que lorsque nos pays pataugent dans la misère, dans la crasse, c'est cela qui les rend heureux. Parce que là, maintenant, ils peuvent se sentir en position de supériorité et ironiser. Alors voici que Ibrahim Traoré arrive et il met de l'ordre dans le désordre pour que l'or du Burkina Faso puisse servir la population nègre du Burkina Faso. Alors là, les Blancs sont enragés. Alors qu'ils s'enragent. Mais c'est fini les colonies. Et ils ont beaucoup de problèmes parce que leurs armées, c'est très difficile pour eux de recruter des Blancs dans l'armée. Parce que le modèle capitaliste, c'est que tous les emplois intéressants, c'est réservé aux Blancs. Donc, on recrute des Américains noirs, des Canadiens noirs dans l'armée. OK? Donc, c'est sur nous qu'ils comptent pour aller massacrer les nôtres. Et c'est pour cela qu'ils ont mobilisé ECOWAS en Afrique pour aller attaquer le Niger, le Burkina Faso, le Mali, pour leur permettre de refaire mainmise sur ces territoires. Et voici qu'ils ont imaginé la même chose en Haïti. Donc, je fais ce parallèle parce que lorsque Jean-Bertrand Aristide exigea de la France le retour, la restitution des 150 millions de francs or que la France rançonna d'Haïti de 1825 à 1947. Je vous rappelle que cette période-là, c'est la période de la révolution industrielle, le moment où toutes les grandes villes s'érigeaient dans le monde. Alors, Haïti, au lieu d'avoir accès à son lait maternel pour grandir, s'épanouir, la France lui volait ce lait. OK? Donc, l'autre jour, lorsque le président Aristide fit sa demande de restitution le 7 avril 2003, il avait estimé cette rançon à un taux d'intérêt très faible, comme étant l'équivalent de 22 milliards de dollars US, 17 millions, milliards d'euros à peu près. Eh bien, dans l'étude récente de New York Times, publiée, je crois, en 2022, ils ont estimé que aujourd'hui, c'est pas moins de 115 milliards de dollars. Et ça, c'est toujours à taux d'intérêt très faible. Et on pouvait argumenter que non, pourquoi est-ce que ça doit être à taux d'intérêt très faible? Utilisons les taux d'intérêt actuels. Bref, le montant est énorme. Et si nous vivions dans un monde de justice et non un monde dirigé par des bandits, eh bien, Haïti aurait eu accès à ces fonds pour bâtir l'infrastructure du pays qui n'a jamais été bâtie. Et c'est le rêve des Blancs malveillants que Haïti, le Congo, le Niger, tout le continent africain n'ait jamais accès à des fonds considérables pour bâtir de vrais hôpitaux, des infrastructures normales à la grandeur de nos ancêtres qui ont bâti ces pyramides en Égypte, qui ont bâti le Grand Zimbabwe, qui ont fait la citadelle en Haïti. Donc, ils savent très bien que nous, Africains, Africaines, sommes des gens qui apprécions les grandes choses
surtout dans le domaine scientifique. La seule façon de nous empêcher de développer notre capacité, c'est de s'organiser en meute de blancs malveillants, ok, et assassiner nos Patrice Lumumba à 35 ans, nos Thomas Sankara à 37 ans, ok, nos Martin Luther King à 39 ans, nos Malcolm X à 39 ans, hein, nos Hampton, Fred Hampton, il n'avait que 22 ans quand ils l'ont assassiné aux États-Unis. Et Nelson Mandela, qu'il présente comme oh, c'est le sage, etc. Ils lui ont volé 27 ans. Quand ils applaudissent, ce n'est pas le Nelson Mandela accompagné de son épouse vaillante, Winnie Madikileza, qui luttait contre les Boers qu'ils applaudissent. C'est le vieillard tremblotant qui accepta que P.W. Botha, Frédéric de Klerk et tous ces assassins puissent maintenir leur pouvoir en Afrique du Sud. Donc, il n'y a jamais d'autre intérêt de la part des Blancs malveillants que de maintenir leur pouvoir mal acquis. Ce n'est jamais la justice, ce n'est jamais la paix. Ils ne comprennent pas ce langage. Donc, ce qu'ils ont fait en Haïti, oui. Non, j'allais dire ça, c'est un bon argument pour les gens qui disent prenez-vous en main, faites quelque chose. Ceux qui font des choses qui sont à la tête, on les assassine. C'est aussi simple que ça. Ouais. Mais Oui. la faute, et pas la faute, mais la responsabilité nous revient de protéger les nôtres. Quand j'ai mentionné l'âge très jeune de ces leaders qu'ils ont assassinés, nous pourrions ajouter Bob Marley dans cette liste d'ailleurs. OK? Parce que non seulement ils ont fait une tentative d'assassinat sur Bob en Jamaïque avant, mais il y a beaucoup de soupçons qu'ils l'ont empoisonné finalement. OK? Donc, c'est dire que la même chose pour son associé Peter Tosh aussi. Il y a eu un attentat sur Peter Tosh. Exactement. Alors, à qui la responsabilité de protéger nos leaders? How long shall we stand and look while they kill our prophets? Chantait Bob. OK? Donc maintenant, c'est à nous de protéger Ibrahim Traoré. OK? Pour que si jamais ils arrivent à l'assassiner, ils puissent savoir que eux aussi, ils sont mourables. C'est ce que Dessalines faisait. La semaine dernière, je partageais avec mon public l'épisode de 1805 en Haïti, où, vous savez, les Blancs malveillants, ce qu'ils faisaient à l'époque où ils régnaient, c'était vraiment leur gouvernement, donc on voyait c'était quoi leur priorité. Ils avaient l'habitude de bastonner une négresse ou un nègre jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ils utilisaient ce que nous appelons en Haïti la rigoise, fait de peau de vache et comme ça, avec cette bastonnade qui vous faisait sortir le sang partout au corps, vous mourrez. C'est ce qu'il faisait. Eh bien, il y avait ce blanc malveillant sur la colonie sous contrôle français qui se nommait Viette. Il habitait à Croix-des-Bouquets et lorsque Dessalines libéra Haïti, il y avait quand même le côté est où les Haïtiens n'avaient pas encore plein contrôle, puisque à un certain moment, pendant longtemps, c'était les Espagnols qui y régnaient. Mais puisque, vous savez, à l'époque, les Blancs malveillants se faisaient la guerre entre eux, et à la faveur d'une guerre en Europe, la France a hérité du côté est. Bien que avant, c'était les Espagnols, donc les gens parlaient espagnol, et puis ils avaient un autre mode de gouvernance, etc. Mais une fois que Dessalines libéra le côté ouest, les Blancs français allaient se cacher, se réfugier du côté ouest, du côté est, où étaient les Espagnols avant, puisque techniquement, c'était un territoire français, puisque la guerre entre l'Espagne
et la France faisait que par le traité de Ryswick ou de Bâle, je ne sais plus, Santo Domingo, toute cette région-là, c'était français. Alors, Dessalines fit partir une expédition pour aller s'assurer que les Blancs malveillants étaient complètement partis de l'île. Puisque, d'autant plus, le général français qui était à Santo Domingo, Louis Ferrand, fit publier un communiqué le 6 janvier 1805, la première année d'existence d'Haïti. Hein. Le 6 janvier 1805, Ferrand, dans sa proclamation, déclara que tous les Blancs qui sont du côté Est doivent se considérer propriétaires et en droit de kidnapper tout enfant de 14 ans ou moins et de les garder comme esclaves. Et ils ont précisé dans cette braquette entre 0 et 14 ans, certains d'entre eux devraient être maintenus sur les plantations comme esclaves, une autre partie pour être vendus à l'extérieur, et que, bien sûr, ils n'ont rien dit à propos de ceux qui ont plus de 14 ans. Mais ce langage est bien compris du côté haïtien, ça veut dire que c'est le génocide, donc les autres, on les tue. Okay? Moins de 14 ans, on les réduit en esclavage et les autres, on fait le génocide. Et Dessalines arma les siens et ils ont commencé à libérer le côté Est. Et ils ont tout pris jusqu'à la ville de Santo Domingo. Et c'est une coalition des Blancs qui ont permis, qui ont forcé Dessalines à retourner du côté ouest. Et c'est ainsi que la République dominicaine prit naissance après, parce que les Blancs ne voulaient jamais que les Noirs aient le contrôle de toute l'île. Ils ne voulaient pas. Donc les Américains, les Anglais, les Français et les Espagnols se sont ligués pour s'assurer de cela et assassiner Dessalines, en fait. Bref, arrivé à la ville d'Assoua, il y avait un fort que ce colon blanc, Viette, commandait. Et ils avaient baptisé ce fort le caveau des indigènes. Parce que Viette avait promis à son général Ferrand, le français, les deux sont français d'ailleurs, que plutôt que de laisser la victoire aux Africains, il choisirait la mort et qu'en fait, dans ce fort, va périr les derniers des Noirs de l'île. Donc, ils l'ont appelé ça le caveau des indigènes. Okay, c'est ce fort. Eh bien, les Africains qui n'ont peur de rien ont bravé tous les dangers et ils ont pris contrôle du fort. Et ils ont fait prisonniers des centaines de Français et d'autres qui étaient là. Et pour donner l'exemple, Dessalines a ordonné la bastonnade de Viette et ils l'ont battu jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, il y a des historiens haïtiens qui, lorsqu'ils racontent cet épisode, critiquent le comportement de Dessalines et des Africains. Alors moi, j'invite les gens à aller faire une petite recherche sur Google, taper colon qui bastonne un esclave. Et puis taper le contraire. Africain qui bastonne un blanc. Vous allez voir, il n'y a pas d'image d'Africains qui bastonnent les blancs. Mais vous allez trouver les images, et ce sont de vraies images, de colons anglais, français, espagnols, américains, qui bastonnaient les Africains régulièrement jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'était des hommes, des femmes, des hommes à qui on ordonnait de bastonner leurs propres femmes, leurs propres mères. Nous l'avons vu dans le film 12 Years a Slave. OK? Donc,
ce que j'ai partagé avec les gens, c'était que il faut démystifier l'idée que c'est normal que le noir souffre et qu'il nous faut tout simplement être résilient et accepter notre sort. Non, Dessalines a érigé son gouvernement sur le principe tout moun c'est moun, c'est-à-dire nous sommes tous humains. Donc, autant que ta vie est sacrée, ma vie est sacrée. Donc, c'est l'égalité totale, pas la suprématie noire. Nous n'avons pas érigé un pouvoir de suprématie noire en Haïti. Non. Au contraire, nous avons dit que cette barbarie que les Blancs avaient installée sur ce territoire doit cesser. Et que désormais, vous tuez 100 d'un autre, nous tuons 100 des vôtres. C'est pour cela que moi, je pense que la protection des leaders de nos populations, c'est quelque chose que nous devons apprendre de façon systématique et il n'y a pas de négociation là-dessus. Donc, le fait que, par exemple, l'Afrique du Sud ait laissé tomber son armement nucléaire, je pense que c'était une erreur grave. Donc, je veux juste, merci beaucoup de ton temps très généreux, puis on en prend beaucoup. Je veux juste rappeler Malcolm X qui disait, je vais utiliser Haïti. Haïti n'a jamais déclaré la guerre à personne. Et pourtant, on remarque que depuis des siècles, Haïti n'a pas un ennemi. Haïti a plusieurs ennemis. Donc, c'est très difficile de s'en sortir. J'aimerais poursuivre de 2010 PHTK pour arriver à 2024, s'il vous plaît. Oui. Donc, une fois qu'ils ont installé le fantoche Martelly qui a gaspillé, galvaudé, volé, dilapidé les fonds Petro-Caribé, le fonds CIRH qui était sous contrôle de Bill Clinton et qui n'a pas eu de reconstruction en Haïti, c'est évident. N'importe qui va en Haïti peut voir qu'il n'y a pas eu de reconstruction malgré les 13 milliards collectés au nom d'Haïti. Et Obama participa aussi dans cette supercherie. Hein? Faut bien le dire. Parce que cette folie de nous dire que c'était le premier noir président des États-Unis, ça n'a rien changé. Okay? Il était aussi criminel que les autres. Donc, Michel Martelly, son régime PHTK, n'a jamais organisé d'élection. Donc, pendant tout son régime, c'est caractérisé par une dissolution totale de l'État haïtien. Et il faisait ça très conscient que si jamais il existait, par exemple, un système judiciaire en Haïti après son mandat, il allait directement en prison. Okay? Parce que ces crimes sont trop nombreux pour les cacher. Donc, sa seule façon de se protéger, c'est de rester au pouvoir éternellement. Et vous savez, les dictateurs ont ces folies-là, ces stupidités qu'ils se font croire. Donc, la première stratégie, c'est d'installer un homme peu connu, sans base réelle, comme son successeur. Puisque la Constitution haïtienne ne permet pas de briguer, d'avoir 2 mandats consécutifs. Donc, à sa 4e année, il est supposé d'organiser une élection. Il ne l'a pas fait, il n'a pas pu. OK? Il a essayé de créer un faux conseil électoral avec tous ses amis, etc. Et finalement, lorsque son mandat allait se terminer, il essaie de traîner les pattes. Et finalement, on a mis un genre de transition juste pour organiser une élection. L'élection que Martelly n'a pas organisée. Donc, en 2015, ils essaient de voler l'élection. Il y a eu des contestations. Ils l'ont refait. Et en 2017, les Blancs ont légiféré pour dire que non, cette élection est bonne, Jovenel Moïse est président. Jovenel Moïse qui avait été choisi par Michel Martelly comme son successeur. Jovenel Moïse que personne en Haïti ne connaît, mais il a l'avantage d'avoir la peau foncée. Et Juste une petite parenthèse, j'ai essayé de chercher des photos de cet homme-là plus jeune, des photos de sa mère, son père, je ne trouve rien.
Il Ça vient n'existe d'où? pas. Ça n'existe pas. Parce que ce modèle n'est pas nouveau. Après l'assassinat de Dessalines en 1806, les Haïtiens à teint clair, qui se faisaient appeler mulâtres à l'époque, donc les anciens libres, euh, à chaque fois qu'ils avaient la contestation de la majorité noire qui était encore opprimée, ils installaient un vieillard, un ancien général de l'armée noir, très foncé, aussi vieux que possible comme président, et ça, c'était le président de doublure. En réalité, il continue à gouverner avec un faux président en avant. C'est ce que Martelly a fait avec Jovenel Moïse. Sauf que Jovenel Moïse n'était pas vieux, mais jeune. Mais il avait le teint foncé et il pouvait créer une propagande un fils de paysan qui a investi dans la production de figues bananes et qui est devenu riche rapidement. Mais tout ça, c'était faux. C'est les 15 familles blanches en Haïti qui, de l'argent qu'ils génèrent des trafics de drogue, de cocaïne, d'armes, trafic humain aussi, hein, ils ont mis beaucoup d'argent dans les comptes en banque de Jovenel Moïse et ses compagnies fictives. Donc, c'est leur argent qu'ils ont mis et c'est pour cela qu'ils ont toujours considéré comme que Jovenel Moïse, c'est leur petite chose. Ils ont même utilisé cette expression, c'est notre bien privé. OK? Alors, Jovenel Moïse, lui, pendant tous ces 4 ans, les premiers 4 ans, il fait exactement ce que les Blancs lui disent. Par exemple, tandis que les Haïtiens applaudissent l'élection de Nicolas Maduro au Venezuela, Jovenel Moïse, qui était à l'inauguration de Nicolas Maduro, reçoit l'ordre des Canadiens et des Américains de tourner le dos au Venezuela. Et c'est ce qu'il fit. Donc, à l'Organisation des États américains, tout comme Duvalier fit chasser Cuba du Venezuela, eh bien, Jovenel Moïse fait voter contre le Venezuela dans des réunions de l'OEA. Et Jovenel Moïse, réalisant à la fin de son mandat qu'il n'a rien foutu, essaie de se trouver lui aussi un successeur qui va protéger ses arrières. Parce que pendant ce temps, il a continué les dilapidations et Michel Martelly aussi a continué les dilapidations parce qu'il est resté en contrôle des ports. Ils ont créé un régime mafieux. Donc, le problème, c'est que le mandat de Jovenel Moïse arrive à terme le 7 février 2021. Et voici qu'ils n'ont jamais organisé d'élection et on ne peut identifier qui va diriger Haïti le 7 février 2021. Donc, les Blancs ont décidé que non, 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 son mandat ne termine pas le 7 février 2021, puisque malgré ce que dit la Constitution haïtienne et les experts en la matière, il faut compenser pour le fait qu'il a commencé son mandat en retard. Donc, on va ajouter 1 an. Et Jovenel est très content, il dit, ah, les Blancs me supportent, donc j'ai 1 an de plus. Mais l'imbécile ne comprend pas le vrai plan. Donc, entre-temps, on soutire de Jovenel Moïse un tas de choses. On lui fait voter des lois, toutes des affaires illégales. Comme il y a ce blanc en Haïti qui s'appelle André Aped, à qui il légua 8600 hectares de terre sur 3 départements du pays. Donc, les gens qui avaient financé sa campagne, qui mettaient de l'argent dans son carnet de banque d'organisations fictives, alors, ils récupèrent leur argent. Mais Jovenel ne comprend pas pourquoi il y a ce branle-bas. Et il commence à faire des discours populistes, qu'il va combattre les oligarques et tout ça. Mais tout ça, là, c'est pour continuer à bluffer la population. Et il y a des gens qui le croient. Mais entre-temps, il y a d'autres choses qui se trament. Parce que s'il laisse Jovenel Moïse au pouvoir jusqu'au 7 février 2022 sans organiser des élections. Or, la population refuse d'aller en élection avec Jovenel Moïse.
parce qu'ils disent qu'ils vont truquer pour que ce soit encore PHTK qui gagne le pouvoir. Donc, ce que les Blancs ont fait, ils ont organisé la sortie de Jovenel Moïse. Et c'est important de noter certaines déclarations. Le 12 mars 2021, l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, ou ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, fit une recommandation au président Biden concernant Haïti. Elle dit que pour résoudre le problème en Haïti, il faut mettre Jovenel Moïse de côté et le remplacer par un premier ministre. À l'époque, il n'y a personne en Haïti qui parlait d'avoir un premier ministre qui dirige le pays. Personne. Mais Pamela White, et la vidéo est encore là, c'est ce qu'ils appellent Special Hearing on Haiti. Okay? 12 mars 2021. Et elle dit, mets Jovenel de côté et installer un premier ministre qui va diriger le pays. Eh bien, quelques mois plus tard, soit le 7 juillet 2021, des mercenaires qu'on nous dit qui sont des Colombiens, avec une compagnie ayant à sa tête un Vénézuélien d'extrême droite qui habite en Floride, des gens qui rentrent chez Jovenel Moïse disant qu'ils sont de la DIA. Certains d'entre eux, plus tard on apprend, sont des agents de la FBI, assassinent Jovenel Moïse chez lui. Sa maison à Pellerin 5 a des caméras installées partout. Et il y a d'autres maisons dans les Gironds qui ont des caméras. Jusqu'à ce jour, nous sommes à plus de 2 ans après, il n'y a personne qui nous dise qu'est-ce qu'ils ont vu sur les cassettes de ces caméras. Mais pire, un président, soi-disant haïtien, nous savons tous que c'était un fantoche, installé par les Blancs, meurt chez lui. Pas un chat n'a été blessé. Bon, on dit que sa femme déclare qu'elle a reçu 3, 4, 6, 7, 8, 9 balles. OK? Et les journalistes ne persistent pas pour lui demander, mais comment vous avez reçu toutes ces balles et vous marchez, vous saluez les gens avec des salutations solides comme ça, là. Bon, écoute. Et donc, ces mercenaires n'ont pas tué Martine Moïse. Et Comme le docteur Fizeme a dit, comment tu as fait pour arrêter le sang? 9 balles, ton sang se vide en quelques minutes. yeah. Donc, il y a eu un arrangement pour que ce soit seulement Jovenel Moïse qui soit assassiné ce jour-là. Parce que c'était ça la recommandation de l'ambassadrice. Put Jovenel aside and get a prime minister to lead. Okay? Et puis, le lendemain de l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a un peu de confusion parce qu'il avait nommé un premier ministre qu'il devait installer ce jour-là, le jour de son assassinat, okay? Ariel Henry. Et il y avait un autre premier ministre démissionnaire, Claude Joseph. Et là, maintenant, ces deux hommes prennent des postures disant que c'est moi le chef. Non, non, c'est moi le chef. Finalement, les Blancs ont décidé, non, non, c'est Ariel Henry le chef. Et puis, l'autre est devenu ministre des Affaires étrangères de Ariel Henry, donc Claude Joseph. Mais personne n'est allé en prison du gouvernement. Okay? On a tué le président, le chef de la police est resté en poste. Pas un seul policier n'a tiré contre les assaillants. Okay? Les Colombiens qui ont été tués, je pense qu'il y a eu 4 qui ont été tués, c'était vraiment par une mobilisation de la population. Et les gens aussi, parce qu'ils avaient peur. Ce n'étaient pas des gens qui protégeaient Jovenel Moïse. Il n'y a personne qui... Jovenel Moïse n'avait pas de base populaire. Et c'est pour ça qu'on l'avait choisi. C'est un fantoche parfait parce qu'il n'a pas de base. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont assassiné? Eh bien, rappelez-vous, son mandat était échu depuis l'an dernier.
Et on est en février, on est en juillet 2021. Donc, s'ils attendaient le 7 février 2022 où on doit avoir un nouveau président élu et il n'y a aucune façon pour lui d'organiser des élections crédibles, les Blancs ont décidé, voici ce que nous allons faire. Quand je dis les Blancs, ce n'est pas seulement les étrangers, là. Il y a ces Blancs-là en Haïti, les 15 familles mafieuses qui ont financé la mise au pouvoir de Michel Martelly et Jovenel Moïse. Pour eux, c'est leur gouvernement. C'est leur colonie, en fait. Donc, ils ont décidé que, écoute, pour garder PHTK, c'est-à-dire le régime au pouvoir, il faut tuer le président. Parce qu'en tuant le président, okay, le pays est en état de catastrophe. Donc, on va accepter que le Premier ministre prenne le contrôle. Et c'est ce que l'ambassadrice des États-Unis avait recommandé. Donc, c'est le plan de Washington aussi. Okay? Donc, ils se sont entendus là-dessus. Et c'est pour cela que ce fantoche, Ariel Henry, qui d'ailleurs faisait partie du Conseil des sages après le coup d'État de 2004, donc les Américains, ils le connaissent, c'est leur bonhomme, ils leur servent depuis au moins 20 ans, plus de 20 ans. Donc, ils l'ont installé là. Et là, maintenant, il y a des rumeurs que, ah oui, il aurait participé à l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais tout ça, là, c'est des choses qui font courir euh, pour donner l'impression que tous les bandits sont du côté haïtien. Or, les bandits de Port-au-Prince travaillent pour les bandits de Pétionville, qui, eux, travaillent pour les bandits de Washington. Et quand on dit Washington, c'est Washington, Ottawa, Paris, etc. J'aimerais, pendant que tu parles de ces 15 familles, il y a eu des sanctions. Mais les sanctions, c'est encore une fois de la bagatelle. C'est encore une fois faire semblant que il y a quelque chose qui se fait, mais en fait, compte, c'est encore, il n'y a rien de vrai dans ça. Oui, mais de quoi s'agit-il en fait? J'ai mentionné que il y a une quinzaine de familles blanches qui ont le contrôle de l'économie haïtienne. Le nom à retenir, c'est Gilbert Bidjo. B-I-G-I-O. Il est l'ancien consul d'Israël en Haïti. Cet individu, à lui seul, contrôle plus de 50% de l'économie haïtienne. Okay? L'importation de produits pétroliers, euh, tout. Alimentation, le fer, tout, c'est lui. Il est installé en Floride. OK? Donc, il y a lui, mais il est en compétition avec d'autres familles blanches, comme les Dib, qui ont aussi une part de l'économie haïtienne. Et pour se bagarrer, ces blancs ont leur propre groupe paramilitaire, ce qu'on appelle les gangs. Tu sais, ces jeunes que vous voyez presque nus, avec des armes coûtant 7, 8, 10 000 dollars. Okay? Mais ils n'ont pas d'habits propres. Okay? Donc, ces armées-là sont utilisées par ces familles, et ça, c'est depuis des décennies. Hein. Et en plus, bien sûr, pour sa propre protection, d'après des journalistes qui ont mené enquête sur la chose, Gilbert Bidjo a non seulement accès au directeur de la police nationale d'Haïti, l'armée, mais il a des mercenaires venus d'Israël pour sa protection personnelle. Et dans l'autre camp, Rinaldib, lui, a aussi son armée. OK? Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont quadrillé tout le Port-au-Prince, okay, la capitale. Parce que en Haïti, c'est vraiment à Port-au-Prince ou dans le département de l'Ouest qu'il y a la plus forte concentration de personnes. Donc, dans un contexte électoral, vous ne pouvez
devenir président d'Haïti si vous ne gagnez pas l'Ouest ou Port-au-Prince. Et des zones comme Cité-Soleil, Bel-Air, Cafoufeuille, toutes ces zones-là, c'est des bastions Lavalas, le mouvement de Jean-Bertrand Aristide. Donc, c'est des gens qui vont voter contre le candidat américain. Alors, c'est là que ces gens-là ont installé leurs forces paramilitaires, les soi-disant gangs. L'idée, c'est que une fois qu'ils se sentiraient assez confortables que les paramilitaires sont tellement présents que la population ne pourra aller mal voter, là, ils vont déclencher l'élection. Okay? Donc, il y a plusieurs éléments dans la prolifération des groupes armés. Ce n'est pas vraiment des groupes qui font du kidnapping pour des raisons économiques. Okay? D'ailleurs, les gens qu'ils kidnappent, ce ne sont jamais des millionnaires, ce ne sont jamais des gens extrêmement riches. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de créer une panique, un vent de panique au niveau de la population, des déplacements, afin que la carte électorale soit bousillée. Parce que ces gens-là ne peuvent jamais gagner de vraies élections. Okay? Donc, c'est ça qu'ils ont fait et aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle où ils prétendent que les bandes armées ne sont plus sous contrôle, ils sont indépendants et qu'ils importent leurs propres armes, il y a des seigneurs de guerre. Sauf que dans la réalité, lorsque la population essaie de se débarrasser par ses propres moyens des bandes armées, c'est le gouvernement qui intervient pour protéger. Par exemple, ils ont protégé ISO, Vité l'homme, Barbecue et tout ça. Donc la réalité, c'est que ces gangs fonctionnent pour le gouvernement et l'oligarchie. Et les Américains, par extension. Donc là, maintenant, Absolument. ils arrivent avec une dernière solution, c'est qu'ils vont aller chercher des soldats du Kenya, des Bahamas, pour résoudre le problème. Et c'est là qu'intervient aussi la question des sanctions. Le bien fondé des sanctions, et ils ont mis les noms de Michel Martelly, par exemple, le Canada a mis le nom de Michel Martelly, Laurent Lamotte, tous les anciens membres du PHTK, mais sauf que les États-Unis n'ont pas mis le nom de Martelly qui est chez lui. Ils n'ont pas mis le nom de de Gilbert Bidjo qui est en Floride, mais le Canada a mis ces noms-là. Donc c'est un jeu là, vous voyez. Le Canada sait très bien qu'ils ne vont rien faire avec ces gens. Et les sanctions, c'est quoi? C'est qu'on empêche à ces gens, on dit qu'on empêche à ces gens-là de voyager et d'exporter certains de leurs produits. Mais je vous pose la question, Carl Peralt. Imaginez-vous quelqu'un à Montréal, disons la personne la plus riche à Montréal, je ne sais pas qui c'est. OK? On arriverait à identifier que cette personne-là finance les Rock Machines, les Hells Angels, et imaginez en plus que pour les 20 dernières années, ces groupes armés auraient kidnappé des centaines de Québécois, en ont tué quelques-uns, etc. Quelle serait la sanction contre cette personne-là? La prison à vie. Toutes les OK? preuves sont là, tout est clair et précis. La prison à vie. Il n'y a pas la peine capitale. Je suis pas pour la violence, pour la justice. S'il y avait la peine capitale, la peine capitale. Et Mais là, pas, clairement, prison à vie. ce ne serait pas de mettre leur nom sur une liste et de limiter leurs droits de voyage, etc. Or, c'est le cas pour Gilbert Bidjo, ce blanc d'origine qui était le représentant d'Israël en Haïti. OK? Le Canada a mis son nom sur la liste et l'accusation, c'est qu'il est de connivence avec les gangs de kidnappeurs. Donc là, la seule personne qui est identifiée comme un milliardaire en Haïti, hein, en passant, apparemment, il est l'homme le plus riche des Caraïbes. OK? Et puis, on a des preuves qu'il est impliqué dans le kidnapping. On ne l'arrête pas, au contraire,
il se la prélasse et on négocie avec lui l'avenir d'Haïti pour les 10 prochaines années. Les gens qui rentrent en Haïti, il y a Tony Blair et tout ça, là, ils sont en train de discuter avec lui comment allons-nous organiser la colonie pour les 10 prochaines années. Donc, c'est cette absurdité que nous voyons. Et l'objectif de ces sanctions, c'est que lorsque le Canada décide de mettre les noms de Bijo, Dib, Martelly, etc. sur les listes, c'est une façon de jouer au Ponce Pilate. N'oubliez pas que le Canada a participé à mettre ces gens au pouvoir. Donc, la catastrophe que nous observons, c'est l'initiative d'Ottawa sur Haïti qui nous a donné ce résultat. Mais quelle meilleure façon de se dissocier de ce résultat si maintenant, c'est comme Frankenstein. Vous savez, le personnage Frankenstein qui crée des monstres. OK? Donc, Frankenstein a créé des monstres. Les monstres ont fait des dégâts énormes. Tout le monde constate les dégâts. Et voici que Frankenstein prend le micro et commence à fustiger ces monstres. Il dit que celui-là est laid, celui-là est très, très laid. Donc, c'est quoi l'objectif de Frankenstein en faisant cela? C'est se dissocier de ces monstres, de montrer que lui aussi, il est une victime et il ne faut pas regarder vers lui pour les dégâts que vous observez. Regardez le monstre. Et nous, ce que nous disons, c'est que et ces monstres et Frankenstein doivent être démis de leur position de contrôle. Et c'est pour cela que nous, patriotes haïtiens, nous ne voulons rien savoir de cette force d'occupation avec des mercenaires noirs qui arrivera du Kenya, du Sénégal, parce que l'objectif réel de cette invasion, c'est de transformer un crime raciste, l'initiative d'Ottawa sur Haïti, l'invasion d'Haïti, le renversement du gouvernement, du vrai gouvernement haïtien et son remplacement par des criminels à la solde de bandits basés à Washington, Ottawa, en Europe. Donc, ils veulent transformer ce crime racial, ok, les blancs malveillants contre le peuple haïtien, ils veulent le transformer en black on black crime. Parce qu'une fois que les Kenyans, les Sénégalais, les Bahaméens, les Jamaïcains installés en Haïti et qu'ils commencent à avoir des conflits, des morts entre eux, tout le monde va oublier les Blancs qui ont commencé la catastrophe. Ah oui, parce que là maintenant, it's black on black crime. On va commencer à vous parler de manque de compétences de la part des policiers kenyans, alors que ces Kenyans ont déjà fait la preuve de leur incompétence au Congo, où ils étaient supposément allés combattre des terroristes et les Congolais se sont rendus compte qu'ils se sont alliés aux terroristes. Mais quand ils vont arriver en Haïti, ils ne vont pas faire quelque chose de différent. Mais c'est un plan. Ils veulent se dédouaner de la responsabilité de cette catastrophe qu'ils ont créée en Haïti par leur arrogance. OK? Il ne faut pas que ce soit les Haïtiens qui dirigent Haïti. Nous allons faire mieux. Eh bien, voici le résultat. Donc là, maintenant, ils essaient de mettre le blâme sur seulement leur pantin. Donc, ils vont vous avouer que Michel Martelly est un voleur. Oh oui, de mauvais dirigeants. Tout comme, après un certain temps, il ne se gênait pas de qualifier Mobutu et Bokassa, Idi Amin Dada de dictateurs. Sauf que c'était leur dictateur qu'ils ont installé, avec qui ils ont volé. C'est les diamants de Bokassa, là, c'est le peuple français, l'élite française qui en a profité. Vu le temps, je vais sauter quelques questions. Je voulais parler de la richesse dans le sous-sol d'Haïti, mais je pense qu'on peut mettre ça de côté. Imaginons qu'un éclair tomberait sur la tête de ces gens-là et qu'on parlerait d'une réparation. Quelle serait une vraie, sincère, honnête réparation pour Haïti?
Ben, écoutez, la première réparation, c'est l'auto-réparation. OK? C'est à nous, nègres et négresses, de comprendre que ce n'est pas jouer aux victimes. Nous avons été attaqués. Nous avons survécu et nous avons les cicatrices et les blessures, et des blessures ouvertes. Donc, il nous faut nous réparer. OK? Et moi, je saurais que nous sommes en pleine réparation lorsque je rentrerai dans une maison haïtienne et au lieu de voir une statue de Jésus blanc, Marie, Joseph et Paul, Pierre et tout ça, je verrai une statue de Winnie Madikileza Mandela, de Nanaya Asantewa, de Robert Sobukwe, de Frederick Douglass, euh, de, des héroïnes et des héros de notre peuple qui ont toujours résisté l'assaut qu'on a fait contre nous et qu'on fait encore contre nous. Là, je saurais que nous sommes réparés. OK? Maintenant, au niveau monétaire, clairement, l'Europe, en particulier deux maisons, OK? Buckingham Palace, où habitent ces vautours qui, depuis Élisabeth I, propriétaire de ce bateau négrier qu'ils avaient appelé le Jésus de Lubeck, avec John Hawkins qui kidnappait des Africains pour s'enrichir. Cette maison-là, OK, on la fermerait, on exigerait au soi-disant roi, comment il s'appelle là? Comment s'appelle ce... Ah, avant, il était prince. Charles, ouais, qu'on l'enverrait travailler. OK? Le travail, c'est bien. C'est bien pour la santé. OK? Et toute cette famille-là, on prendrait les richesses qu'ils ont accumulées et on mettrait cette richesse-là au profit dans le budget de la Jamaïque, d'Haïti, puisque les Anglais ont occupé Haïti pendant des années aussi. OK? Des gens de la Caraïbe, du continent africain ou l'Angleterre, qu'ils appellent le Royaume-Uni, là, on fait des crimes énormes, y compris en Asie, etc. Et l'autre grosse maison, c'est le Vatican. Okay? Il n'y a aucune nécessité de garder ces hommes à robe longue là, qui se prélassent matin, midi et soir dans une maison dorée, des sièges dorés et tout ça. Ils n'ont jamais travaillé. Ils doivent travailler. Nous ne parlons pas de les réduire en esclavage. Hein. Tout simplement qu'ils aillent travailler. Ça a assez duré. Okay? Et nous ne pouvons plus supporter ces parasites. Il faut qu'ils travaillent. Et moi, j'ai déjà été à l'enceinte du Vatican. Je vois la chapelle Sixtine, toute cette richesse qui est là, ça appartient au peuple appauvri. Et nous n'avons plus envie de prier à Marie, Jésus, la Vierge, pour nourrir les enfants du Congo, du Burkina Faso, d'Haïti, etc. Non, 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 non. Nos richesses doivent être récupérées. C'est ça les réparations. Bien sûr, si c'était des gens civilisés qui dirigeaient la France, l'Espagne, le Canada, etc., ils se seraient mis à table pour calculer c'est quoi le montant que nous devons restituer à ces gens-là. Ils ne sont pas assez civilisés, il ne faut pas rêver à ces choses-là. Ils sont incapables. Okay? L'opportunité était là en septembre 2001. Il faut toujours rappeler. Lorsque vous pensez à septembre 2001, il y a la conférence de Durban. C'était ça qui faisait l'actualité dans le monde en septembre 2001. Okay? Les gens s'étaient réunis à Durban pour faire l'analyse des réparations dues pour les peuples qui ont survécu à l'esclavage, la colonisation et tous ces crimes-là. Okay?
Et à l'époque, les nations des Blancs malveillants, y compris Israël, ils ont boycotté la conférence de Durban, disant que ah non, 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 c'est impossible. Lorsque vous allez ouvrir cette boîte de Pandore, ça ne va jamais finir. On va nous demander ceci, on va nous demander cela. Et tous ces pays-là avaient des surplus dans leur budget. Moi, je vivais au Canada à l'époque, donc je savais que le Canada avait 9 budgets consécutifs où ils avaient surplus. La France avait des surplus, donc l'argent était là. Ils ont refusé catégoriquement. Et puis, bien sûr, une fois qu'il y a eu le 11 septembre aux États-Unis, tout le monde a oublié la conférence de Durban et les autres sujets de discussion avant. Donc, les réparations, c'est à nous, survivants de la Mahafa, de continuer à le mener. Les restitutions que la France doit à Haïti, le calcul en 2021, c'était 115 milliards. Et nous rappelons toujours, parce que moi j'ai travaillé, j'ai étudié avec des Français, j'ai encore des amis français, et je leur rappelle que chaque jour qui passe, le montant accumule du poids. Il y a les intérêts, il y a l'inflation. Donc si en 2021, c'était 115 milliards, rappelez-vous que le président Aristide demandait seulement pour 22 milliards. Donc vous attendez un autre 10 ans, ça va être peut-être 300 milliards. L'essentiel, c'est que le besoin de justice ne prendra jamais fin. J'aime beaucoup ça. Ça doit venir de nous. J'aime beaucoup ça. L'Afrique, c'est quand ton prochain voyage en Afrique? Hein? Ah, je ne sais pas. J'espère qu'avant la fin de l'année, je suis vraiment heureux de savoir que tu es présentement au Bénin et tu m'expliquais des rencontres très intéressantes que tu as fait. Et je vois qu'il y a un cheminement qui se fait présentement sur le continent. Et je dis courage à tous les combattants. Courage à tous les combattants et protégeons les acquis. Les acquis, et comme tu disais, les personnes, on parle de Nathalie Yam, Franklin Yancey, Kémy Seba, tout ça, protégeons-les. Yeah. Yeah. Il D'accord, ne faut pas célébrer avant l'heure. Nous avions connu d'autres victoires dans le passé. Ils nous ont éliminé nos Marcus Garvey, ils nous ont éliminé beaucoup de gens. Donc, prenons leçon. Et il ne s'agit pas de tout simplement être présent et d'avoir eu des moments de gloire. Non, 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 non. Il faut consolider les victoires. Merci beaucoup, Jean-Afrique Haïti, pour cette longue conversation, beaucoup, très informatif. Et ça va inciter beaucoup de monde à s'impliquer, quel qu'en soit votre niveau d'implication. Vous n'avez pas besoin d'être docteur, vous n'avez pas besoin d'être impliquez-vous, partagez tout ça. Donc, merci beaucoup et à une prochaine. Kembe Femme, camarade. Un peu de respect. Kembe là. Merci un peu. Bye.